Des échanges de tirs. Violents. Nourris. Continue. Le raid vient d'entrer dans l'appartement de Mohamed Merah. Il est 11h30. La fusillade dure 4 minutes. Plus de 300 coups de feu sont tirés. Le tueur présumé est retranché dans sa salle de bain. Puis les armes automatiques se taisent, l'opération est terminée. Dans sa folie meurtrière, Mohamed Merah a blessé 2 policiers, dont un au niveau du pied. En état de choc, ils ont été conduits à l'hôpital. Depuis hier soir, le suspect s'est éthéré dans le silence. Dialogue rompu, plus de négociations. Toute la nuit, les policiers ont cherché à l'épuiser. Après avoir plongé le quartier dans l'obscurité, les hommes du raid se positionnent près de l'immeuble. Vers 23h45, des détonations sourdes et des flashs déchirent la nuit. Une première fois, puis une deuxième. Ils interviennent. Tout le monde croit à l'assaut. Il n'en est rien. Les policiers viennent de faire sauter les fenêtres de l'appartement et de créer une brèche dans un mur. Dès lors, ils peuvent l'éblouir grâce à un puissant faisceau lumineux et des stroboscopes. Jusqu'au matin, des grenades assourdissantes retentissent près de l'immeuble. Les policiers cherchent à le garder éveillé. Une stratégie que dénonce aujourd'hui son ancien avocat. Je pense qu'il y avait une autre possibilité, c'était de tout faire pour l'aider à établir un dialogue. Et établir un lien lui permettant d'avoir une vision un peu réaliste des choses et de sortir de sa bulle et de sortir de la coupure avec la réalité dans laquelle il s'est trouvé. La stratégie adoptée a consisté à l'enfermer de plus en plus dans son autisme. Mohamed Merah est décédé après un face-à-face qui aura duré plus de 32 heures. Les hommes du raid sont rentrés dans l'appartement, ils ont inspecté toutes les pièces et ils se sont rendus compte que Mohamed Merah se trouvait dans la salle de bain. C'est à ce moment-là que les premiers tirs ont éclaté. Mohamed Merah a riposté, la scène a duré plusieurs minutes. Puis Mohamed Merah a décidé de sortir de la salle de bain et c'est à ce moment-là que les tirs ont été les plus nourris. Mohamed Merah a tiré intentionnellement en direction des hommes du raid, puis les hommes du raid ont riposté. C'est à ce moment-là que Mohamed Merah a été mortellement blessé. Dans un dernier élan, il s'est jeté par la fenêtre de l'appartement et a été retrouvé mort au sol. Ils avaient mis en place un système de caméras thermiques et ils savaient dès hier que Mohamed Merah était en vie et qu'il avait même changé de pièce. Il était passé du salon à potentiellement la salle de bain. Donc non, il ne le savait pas mort. Et oui, il s'attendait à une telle résistance car Mohamed Merah l'avait dit, il souhaitait mourir les armes à la main et les policiers savaient qu'il avait notamment des kalachnikovs avec lui. Oh, regardez ça au taquet. Son visage juvénile, imberbe. Ses jeux puérils au volant de sa voiture de grosse cylindrée et son sourire. Rien ne semblait prédestiner Mohamed Merah à devenir un terroriste islamiste. Il grandit dans un quartier dit sensible, les Isards à Toulouse, école primaire, puis collège. Ensuite, il suit une formation en apprentissage dans cette carrosserie. C'est un enfant du quartier qui va rapidement faire des bêtises. Des vols principalement de voitures et de scooters. Mais ses amis se souviennent d'un adolescent comme les autres. Ouais, on a grandi ensemble, on est issus de la même cité, voilà, on a fréquenté la même école. Après voilà, chacun a tracé son chemin et lorsqu'on se voyait, c'était toujours un plaisir de se revoir. Et bon, voilà, on se disait bonjour et après voilà. Il n'y avait pas un moment où on parlait de religion, où on parlait de haine ou dire ça, quoi. C'était un jeune comme nous, quoi, qui profitait de la vie tout simplement. À l'époque, avec des amis, il tient un blog sur internet sur lequel il poste des clips musicaux du rap. À 18 ans, il connaît la prison pour vol avec violence dans une banque. À sa sortie, il se radicalise, se rapproche des milieux islamistes et se rend 2 fois en Afghanistan, où il aurait pu fréquenter des camps d'entraînement comme celui-ci. À son retour, certains proches ne le reconnaissent plus. Il est quand même venu dans le quartier habillé avec une tenue similaire militaire, avec un sabre. La police avait été avisée, apparemment il avait été entendu et je trouve bizarre que quand même il n'y avait pas eu de suite à cette époque-là. Mon neveu, moi, il avait pris dans sa voiture, il lui montrait des vidéos avec toutes les horreurs qui se passent là-bas en Afghanistan.
Ce témoin ira jusqu'à porter plainte. Mohamed Merah aux deux visages, extrémiste pour les uns, bon camarade pour les autres. Certains de ses amis disent qu'il n'avait pas vraiment changé. Comme tous les jeunes d'aujourd'hui, on parle de foot, d'actualité, de stars, de films. Voilà. Mais à aucun moment on n'a parlé de religion ou de djihad ou des terroristes, rien. C'est un acte de folie. C'est la folie, c'est pas l'islam, c'est rien. A priori, Mohamed Merah vivait avec le RSA dans cet immeuble de Toulouse. Comment a-t-il pu acheter toutes ces armes? A-t-il agi seul ou a-t-il bénéficié de soutien? L'enquête devra aussi répondre à ces questions. Je me trouve devant le siège du SRPJ, la police judiciaire de Toulouse, et c'est ici que Mohamed Merah aurait dû être conduit s'il avait été interpellé vivant pour sa première garde à vue. Ça n'a pas été le cas. Et effectivement, depuis hier ici, d'autres membres de sa famille sont en garde à vue, 2 sœurs, 2 frères et sa mère. La mère de la famille Merah est une femme extrêmement religieuse. Elle dit qu'elle a été dépassée par ses fils et les enquêteurs s'intéressent surtout, vous l'avez dit Élise, au grand frère Abdelkader Merah, un homme extrêmement investi dans la cause islamiste et dans l'islam radical. Les enquêteurs pensent que c'est probablement lui qui a très fortement influencé son petit frère qui n'était pas très religieux au départ. Seul problème, c'est que pour l'instant, selon nos informations, les enquêteurs n'arrivent pas à le faire parler. Abdelkader Merah reste totalement muet en garde à vue. Mohamed Merah pouvait-il être arrêté avant la tuerie de lundi dans l'école juive? De quels éléments disposaient les enquêteurs avant le 19 mars au matin? Il figure sur une liste de suspects potentiels pour le meurtre des 3 militaires dressés par les renseignements intérieurs. Un suspect parmi une quinzaine d'autres. Dans le même temps, les enquêteurs tentent de savoir qui a tué le premier militaire. Ils disposent d'une petite annonce passée par la victime sur Internet et d'une longue liste d'internautes ayant consulté l'annonce. Ils les identifient grâce à leurs adresses IP, une sorte de signature numérique. 576 noms en tout, parmi eux, Madame Aziri, la mère de Mohamed Merah. Madame Aziri, qui est en effet mère de 2 garçons qui sont connus des services spécialisés, 2 frères. Le premier, prénommé Abdelkader, impliqué dans une filière d'acheminement de djihadistes en Irak. Et son frère, Mohamed, présentant ce qu'on pourrait qualifier de profil d'autoradicalisation salafiste atypique. Ces 2 frères ne sont pas localisés géographiquement. Lundi matin, quand Mohamed Merah attaque l'école juive, il n'est qu'un suspect parmi d'autres dont personne n'a l'adresse. C'est lundi après-midi que l'enquête avance vraiment. Avec quels éléments nouveaux? D'abord, le témoignage d'un concessionnaire de scooter. Un client lui a demandé comment repeindre son scooter et désactiver le système de géolocalisation. Il a noté le nom du client, Mohamed Merah. Ultime confirmation, elle vient des antennes relais des téléphones portables. Celui de Mohamed Merah a été repéré aux abords de l'école juive à plusieurs reprises. Le simple suspect devient alors l'ennemi public numéro 1.